Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue pour cette intervention intitulée Comment atterrir? Quelques propositions pour le design au détour du projet Closing Worlds et des communs négatifs. Je suis Alexandre Monin, je suis enseignant-chercheur à l'ESC Clermont Business School, directeur de la recherche d'Origens, qui est un laboratoire indépendant qui travaille sur la question de l'Anthropocène, et directeur d'un nouveau Master of Science, Stratégie et Design pour l'Anthropocène, qui se lance à Lyon entre l'ESC Clermont Business School et Strat École de Design. Je vais vous parler donc aujourd'hui de la question de l'atterrissage du projet Closing Worlds et de la notion de commun négatif. Si ça veut bien marcher, voilà. Donc, je vais revenir dans un premier temps sur la question de l'Anthropocène pour conceptualiser l'Anthropocène, dont il est question au cours de ces conférences, de plusieurs manières différentes, en posant trois questions. La question où atterrir, qui est la question qu'a posée notamment Bruno Latour. La question quand atterrir, qui est une question liée à la temporalité que je pose volontiers depuis quelques années maintenant. Et puis la question comment atterrir, que l'on développe dans le cadre du projet Closing Worlds, notamment avec Diego Landivar et avec Emmanuel Bonnet, qui vont aussi intervenir dans le cadre de ces conférences. Alors, petit retour sur la question où atterrir, qui correspond à la manière qu'a Bruno Latour de conceptualiser, tout simplement, de schématiser les enjeux de l'Anthropocène en lien avec son petit livre paru en 2017 qui porte le même titre, petit livre éponyme intitulé également donc Où atterrir, qui se veut une boussole à l'heure de l'Anthropocène. Je ne vais pas évidemment résumer l'intégralité de ce petit ouvrage. Je vous y renvoie, c'est une lecture rapide et tout à fait intéressante. Je vais revenir simplement sur cette idée d'atterrissage qu'il propose et qu'il amène en fait à distinguer entre différents attracteurs. Comme on le voit sur ce schéma, notamment ici on voit deux attracteurs. Un attracteur qui est le local à moderniser, donc un local vu comme un élément négatif auquel on a opposé, à partir notamment, pour aller vite, de la révolution scientifique qui a donné lieu à la révolution industrielle et ensuite au développement qu'on a connu depuis. La mondialisation, à la mondialisation, le front de modernisation qui a été opposé à l'attracteur précédent, cet attracteur local. D'ailleurs, on peut penser à la Révolution française, hein, qui a été non seulement une révolution contre l'ancien régime, mais aussi une révolution de la bourgeoisie, de la ville, contre les campagnes, avec leurs croyances, etc. etc. Donc, qui a aussi finalement rejoué cette espèce de front de modernisation que l'on voit ici représenté sur ce schéma. Donc deux attracteurs auxquels il faut finalement ajouter plusieurs nouveaux attracteurs si on veut essayer de rendre compte de la situation actuelle qui est la nôtre aujourd'hui, notamment à travers un nouvel attracteur qui est le hors-sol, qui est un attracteur qui se positionne à la fois par rapport au fonds de modernisation et par rapport au local moins. Par rapport au local moins, dans la mesure où on dit voilà, il faut retourner en arrière, sachant que ce retour en arrière finalement est impossible et ne correspond à rien. Donc il y a une espèce de fantasme ici de la localité qui peut être mise en avant avec tout ce qui peut accompagner ce fantasme-là, des éléments identitaires, racistes, ségrégationnistes ou autres. Et puis une autre manière d'être hors sol, qui est plus mainstream celle-là, qui correspond au fait, comme le dit le schéma, hein, d'aller en avant toute, vers toujours plus de progrès, de technologie, de développement tout simplement. Et puis se dessine donc un nouvel attracteur, l'attracteur numéro 3 ici que l'on voit, qui est l'attracteur finalement manquant par rapport auquel la tour essaye de nous faire réfléchir. Et cet attracteur-là, finalement, permet de renverser la situation et de voir qu'il faut penser à un nouveau rapport à la Terre comme un nouvel acteur politique. Alors pourquoi la Terre surgit ici? Tout simplement parce que dans la perspective de la tour, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un développement qui est orienté donc vers le globe de la globalisation qui est censé pouvoir absorber toutes nos externalités positives, tout notre développement, nos productions, notre innovation, etc., etc. Mais on est beaucoup plus en fait orienté, ce sont les sciences aujourd'hui qui nous l'indiquent, vers quelque chose comme la Terre, qui est en fait beaucoup plus fragile, parce que le globe finalement, quand on compare le globe comme une espèce de grosse masse sur laquelle les êtres humains sont des petites fourmis, mais on se dit que ces petites fourmis peuvent l'exploiter, en extraire des ressources autant qu'elles le souhaitent, dans la mesure où elles sont vraiment minuscules. Et maintenant, si on consulte la science contemporaine, on se rend compte que, en fait,
la zone que l'on vit, ce qu'on appelle la science des zones critiques, la zone que l'on vit, c'est la zone critique entre le sol et l'atmosphère, que si on gratte cette petite pellicule-là, Latour le dit très bien lui-même, eh bien on se rend compte que cette petite pellicule, c'est une petite poussière à côté de la Terre, mais en fait ce que l'on habite aujourd'hui, c'est cette petite poussière. Derrière, il y a d'autres éléments un peu plus globaux qu'on peut prendre en charge, notamment la question du système Terre. Mais le système Terre, ça n'est pas non plus la planète en général, c'est en fait la planète dans ses conditions d'habitabilité. Et dans les deux cas, zone critique ou système Terre, eh bien, on s'est rendu compte que l'être humain était un agent qui était tout à fait en capacité de déstabiliser finalement la trajectoire de la planète. Quand on dit l'être humain, c'est évidemment l'être humain équipé, c'est pas n'importe quel être humain, il s'agit toujours de réhistoriciser la question depuis le début des débats sur l'Anthropocène. Donc on peut renvoyer ici aux humains qui ont hérité d'un certain développement, de certaines infrastructures. Voilà, ce sont évidemment ces humains-là qu'il faut prendre en considération, mais qui ont aujourd'hui un impact. Et l'Anthropocène, c'est finalement la nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions rentrés, du fait précisément de notre capacité à avoir un impact à cette échelle, du fait aussi de à la fois notre maîtrise qui nous a permis finalement d'engendrer des conséquences qui avaient un effet à l'échelle géologique, mais à l'échelle aussi de ce qu'on appelle les limites planétaires de manière plus générale. Donc, d'envisager d'être en capacité finalement, hélas, de franchir les limites ou les seuils planétaires. Et puis, en même temps, ça nous renvoie aussi à une forme de déprise dans la mesure où nous sommes incapables, en revanche, de gérer, s'il faut dire, les conséquences donc, de nos actions et l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, qui est la conséquence de notre action, n'est plus quelque chose, en revanche, de gérable, qui est quelque chose là, qui excède notre capacité à agir. Alors quand on a dit ça, il manque cependant un élément important, qui est qu'effectivement on voit dans où atterrir le nouvel attracteur qu'il faut penser, c'est la Terre. Donc imaginez un nouveau rapport à la Terre pour savoir comment l'habiter d'une manière autre, qui ne renvoie ni au front de modernisation, ni au local moins du passé, ni évidemment à un repli identitaire, ni à au fait d'aller complètement dans le hors-sol via l'accélérationnisme, via le transhumanisme, que sais-je. Donc il faut effectivement repenser notre manière d'habiter la Terre à travers justement ce que nous ont appris les sciences récemment. Mais l'élément qui manque ici, c'est que la Terre est un attracteur unique, alors que finalement la Terre de l'Anthropocène, c'est une Terre qui va vers une autre trajectoire, et donc il faudrait distinguer d'une certaine manière Terre moins et Terre plus, c'est-à-dire la Terre sur laquelle il faut réapprendre à vivre, c'est une première chose, et en même temps la Terre sur laquelle nous allons vivre demain, qui est cette Terre déstabilisée, et donc sur une autre trajectoire qui est la Terre de l'Anthropocène. Et cette autre trajectoire, elle est marquée aussi par finalement l'héritage du hors-sol. Cette notion d'héritage va être très importante dans la suite de la conférence. Héritage du hors-sol au sens où le hors-sol, ce sont des infrastructures. Il n'a jamais existé d'une certaine manière, ce globe, mais en fait, on l'a fait exister à travers notre développement, à travers nos infrastructures, à travers nos modèles économiques, même si ça ne peut pas durer très longtemps. C'est du hors-sol qui a existé partiellement, mais le coût était trop important, donc il va falloir aussi le faire atterrir. Et d'une certaine manière, l'Anthropocène, c'est à la fois cette nouvelle trajectoire de la Terre, et en même temps, cet attracteur hors-sol que l'on a fait exister, qui se crache maintenant sur la Terre et dont on doit hériter. On en hérite les infrastructures, on en hérite les modèles économiques, et on ne sait pas exactement quoi en faire aujourd'hui. On le voit en particulier aujourd'hui avec la crise évidemment du coronavirus. Il faudrait aller sur une autre trajectoire, mais on nous propose essentiellement du business as usual, ce qui évidemment creuse un écart entre ce qu'il faudrait faire et ce vers quoi l'on va. Donc dire que ce hors-sol s'est écrasé, c'est pour des raisons très matérielles. Il y a des calculs qui ont été faits sur ce qu'on appelle la technosphère, donc qui comprend nos infrastructures bâties, anthropiques, et la technosphère aujourd'hui pèse 5 fois plus lourd que la biosphère, d'après ces calculs, et par conséquent, si la technosphère s'est écrasée, eh bien, il faut largement hériter d'un monde en ruine, que sont les ruines justement de la technosphère, de nos modèles de développement, de nos modèles de production, etc. etc. Il n'y a pas non plus d'autre terre sur laquelle on peut fuir aujourd'hui. Donc on est à la fois tendu entre cette obligation d'hériter de ces modèles passés et obsolètes aujourd'hui, même si certains veulent essayer de les faire durer, et c'est un problème, ça aussi, et en même temps hériter de cette nouvelle terre vis-à-vis de laquelle on doit instaurer de nouvelles relations pour apprendre à vivre avec, en sachant en même temps que sa trajectoire est déstabilisée, donc ça va être effectivement très difficile. Alors l'autre question très importante, c'est la question quand atterrir. Quand atterrir, ça veut dire que le temps dans lequel on atterrit, finalement, n'est pas du tout un temps qui va de soi. Je vais essayer d'être plus bref ici, parce que c'est une idée sur laquelle je pourrais m'étendre plus longuement. Je
pas forcément le faire, simplement pour dire que finalement, on a eu cette idée qu'on était entré d'une certaine manière dans la fin du temps, sans forcément avoir une vision encore complètement eschatologique, mais la fin du temps, ça pouvait s'accompagner d'une vision théologique, mais ça pouvait aussi s'accompagner tout simplement d'une vision du progrès. Cette idée, finalement, selon laquelle, eh bien, aujourd'hui, le progrès nous faisait rentrer dans un temps dans lequel, eh bien, tout allait être comme avant, mais simplement, ça allait être la continuation du même, sans qu'il y ait de différence. Le temps du progrès, c'est un temps, ou le temps de l'innovation, c'est un temps qui enquille comme ça de l'innovation, encore et encore, mais qualitativement, ça reste finalement un temps uniforme. Donc il n'y a plus vraiment d'histoire, il y a un devenir continu, une augmentation continuelle, mais qui va moins vers une direction explicite que finalement elle n'est le maintien comme ça en continu de la même direction. Et d'autres manières évidemment d'appréhender le temps, je ne vais pas développer trop longtemps ce point-là, mais vous pouvez vous reporter éventuellement au slide si vous le souhaitez, mais j'aime bien revenir sur une figure ternaire du temps que propose le philosophe italien Giorgio Agamben à partir de sa relecture de saint Paul, Paul l'apôtre, et dans laquelle il va distinguer 3 temps, le chronos, le kairos et l'eschaton. Et ça me semble tout à fait intéressant pour penser la situation actuelle, notamment à travers ce temps intermédiaire qui est le kairos. Alors le chronos, c'est le temps uniforme dont j'ai parlé à l'instant, qui peut tout à fait s'accommoder d'une vision du progrès, voire de l'innovation comme version dégradée du progrès. Et puis on a le temps de la fin du temps, qui est l'eschaton, finalement, c'est le temps où le temps s'arrête. C'est la fin du monde, ça peut être la venue du royaume, ça peut être, voilà, ce qui est évidemment un temps qu'on va retrouver dans de nombreuses religions. Et entre les deux, il y a le temps du kairos, qui est le temps de la prédication de Paul, qui est en fait, le kairos, c'est ce qu'il appelle le temps de la fin. Ce qu'on appelle le temps de la fin, pas la fin du temps, mais le temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est le temps qui voit la fin du temps. Et effectivement, on peut trouver déjà un parallèle avec notre situation actuelle, puisque de plus en plus, on parle de perspectives comme ça eschatologiques, ou de perspectives catastrophistes, ou de perspectives effondristes, ou autres. D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a en vue cette possible fin ou ces perspectives-là, ou la catastrophe, quelle que soit la manière dont on la conceptualise. Et donc, le temps qui a en vue finalement la catastrophe, le temps qui a en vue la fin du temps, c'est un temps qui lui-même est qualitativement très particulier. Et c'est ce que Agamben, dans sa lecture, appelle une sorte de temps compressé, une sorte de temps paradoxal, un temps impossible. Et ce temps-là me semble tout à fait intéressant pour penser, encore une fois, notre situation actuelle. Quelques exemples pour illustrer ce point-là, cette idée d'un temps impossible, donc qui illustre les paradoxes temporels au cœur des problèmes qui se posent aujourd'hui à nous, sachant qu'il ne faut peut-être pas penser en termes de problèmes qui appellent des solutions, mais un peu différents. Pour illustrer ça, on peut parler rapidement, hein, je vais être très rapide sur ces exemples, de l'effet rebond. L'effet rebond, ça nous dit qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut faire des économies, eh bien, on en vient à dépenser plus. Alors, ça a l'air complètement contre-intuitif, mais par exemple, dans un domaine comme le numérique, si on veut améliorer l'efficacité énergétique de ce domaine, donc se dire, si j'améliore l'efficacité énergétique, je vais rendre les mêmes services aujourd'hui qu'hier, mais avec moins d'énergie, j'aurai besoin de moins d'énergie pour le faire, eh bien on va se rendre compte qu'en fait, demain, on va dépenser plus. Si on économise, on dépense plus. Et l'effet rebond, ça date de la révolution industrielle, ce qu'on appelle aussi le paradoxe de Jevons. Jevons était un économiste qui avait prédit à l'époque que si on économisait le charbon, et dans l'esprit des ingénieurs de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, il fallait économiser le charbon dans la mesure où, pour faire durer la révolution industrielle, on en avait besoin. Donc, rendre les process plus efficaces. Il a dit, si on fait ça, si on rend l'ensemble de la chaîne industrielle plus efficace, eh bien on va dépenser plus. On va dépenser plus pourquoi? Parce qu'on pourra vendre des produits moins chers, puisqu'on les aura produits pour moins cher, donc les gens vont en acheter plus, donc on va en vendre davantage. On va pouvoir fabriquer plus avec moins, on va pouvoir aussi dégager des fonds pour générer de nouvelles innovations et donc ouvrir de nouveaux marchés, etc. etc. Et on s'est rendu compte, effectivement, on se rend toujours compte, notamment dans le cadre du numérique, sur lequel je travaille pas mal, c'est pour ça que je prends cet exemple, que plus effectivement on économise, plus on dépense, à moins de légiférer de manière assez drastique. Mais évidemment, si c'est le marché qui est laissé à lui-même, alors on dépense toujours bien davantage. Le numérique, c'est un exemple de domaine où l'efficacité énergétique a fait des progrès tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui très importants. Donc on effectue un plus grand nombre de calculs aujourd'hui avec la même quantité d'énergie qu'hier.
et le nombre de calculs évolue plus vite que l'augmentation de l'énergie. Donc on pourrait se dire, grâce à ça, on va faire des économies. Sauf qu'en fait, il devient beaucoup plus facile d'utiliser du numérique partout, et c'est ce qui se passe. Et donc, au final, on a une dépense énergétique qui augmente de manière drastique, puisque pour le seul secteur du numérique, c'est très important, on dépense 9% de plus d'énergie par an, ce qui est absolument gigantesque. C'est un secteur qui va bientôt dépasser l'automobile, qui a dépassé l'aviation, etc. Si on continue, par exemple, la transition énergétique au même rythme qu'on la mène actuellement, eh bien, il nous faudra 363 ans pour la mener à bien. Évidemment, beaucoup trop long, mais le paradoxe temporel encore, c'est que si on accélère, eh bien, on va dépenser plus au cours des prochaines années, parce qu'on aura accéléré, donc installé de nouvelles filières pour fabriquer des panneaux solaires, des voitures électriques, etc., ou d'autres éléments comme ça qui sont emblématiques de la transition énergétique. En réalité, ça ne marche pas, puisqu'on a besoin à la fois de faire des économies dans les prochaines années, on a besoin en même temps d'aller au bout de la transition énergétique. Donc si on va au rythme actuel, c'est trop lent. Si on accélère, eh bien, on dépense trop au cours des prochaines années. On ne peut pas ne pas la faire, on ne peut pas la faire au même rythme qu'actuellement, et on ne peut pas non plus accélérer, parce que ça va nous faire rejeter du carbone au cours des 10 prochaines années, alors que le GIEC nous explique qu'il faut absolument, pour éviter d'avoir une augmentation de température trop importante pour les prochaines années, il faut absolument diminuer nos émissions dans les toutes prochaines années. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On est pris là encore dans un temps compressé, dans un temps tout à fait paradoxal. Alors, autre élément sur lequel je ne vais pas m'apesantir ici, on pourrait se dire, grâce à tous ces éléments, grâce au progrès technique et en particulier au numérique, on va pouvoir dématérialiser, sauf que là encore, on se rend compte qu'au lieu de dématérialiser, d'avoir un avenir qui est de plus en plus immatériel, eh bien cette dématérialisation et d'autres procédures industrielles, eh bien d'autres secteurs industriels nous montrent que en fait, il n'y a pas de dématérialisation, il y a un surcroît de matérialisation. On prend l'exemple de Netflix. Netflix était le concurrent de Blockbuster, qui était un magasin qui avait une chaîne pardon, qui avait des magasins de briques et de mortier, comme on dit en anglais. Eh bien, certes, on peut imaginer qu'il y a une dématérialisation puisqu'on n'est plus dans des magasins mais sur une plateforme numérique. Mais cette plateforme, elle seule, représente aujourd'hui 15% du trafic mondial d'Internet, ce qui est absolument gigantesque en termes de déploiement de matérialité. Donc là encore, de gros doutes sur le fait qu'on puisse aller comme ça vers une dématérialisation. Je ne rentre pas dans cet exemple, vous pourrez regarder, c'est un exemple sur la fusion nucléaire. Il y a deux exemples sur la fusion nucléaire sur les panneaux solaires, ils sont tous les deux assez rigolos, donc je vous y renvoie volontiers. L'idée finalement de ce temps paradoxal on peut synthétiser rapidement du quand atterrir, c'est que peut-être qu'aujourd'hui on n'est plus dans un temps qui permet de semer pour récolter. Je sème et demain je vais récolter ce que j'ai semé. Je fais des efforts aujourd'hui pour l'environnement, pour récupérer la transition énergétique, et grâce à ça, demain, eh bien, je dépenserai moins d'énergie. En réalité, on n'est peut-être plus du tout dans ce temps-là. Non seulement peut-être que je sème aujourd'hui et demain je ne récolterai pas, mais peut-être que je n'ai tout simplement pas le temps non plus de semer aujourd'hui pour récolter demain. Donc ça nous amène aussi à une autre conception peut-être de l'action, qui est plus une action qui doit porter ses fruits à l'avenir, mais peut-être porter ses fruits dans l'immédiat, c'est-à-dire une action qualitativement différente de l'action qu'on imagine généralement. Et ça peut avoir un impact justement sur les questions liées au design, aux interventions qu'on peut faire, etc., etc. Alors comment atterrir maintenant? Je vais y venir en plusieurs fois. Et que faire atterrir? Alors que faire atterrir? Vous allez voir, ça va être assez rapide. Je vais revenir notamment sur la notion de monde organisé, parce que on parle d'économie avec le capitalisme, mais plutôt revenir ici sur le monde organisé, le management, dans la mesure où on parle beaucoup de cette question du monde organisé au sein d'Origins, donc je vais le présenter rapidement, sachant que cette notion, ce concept de monde organisé, on doit à Emmanuel Bonnet, donc il pourra en reparler lui-même par ailleurs s'il le souhaite. Je vais être plus bref là-dessus, et j'ai présenté ensuite une autre initiative en guise de réponse. Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord cliquer sur ce lien qui nous renvoie à une publicité de SAP que je vous montre tout de suite. Je me tais.
Voilà, alors c'est une intervention une publicité pardon, assez intéressante qui nous montre donc SAP. SAP, donc, qui est un fabricant de logiciels, grosso modo, de gestion en entreprise. Je n'ai plus le terme en tête, mais on va en rediscuter. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, du réchauffement climatique, la disparition des rhinocéros, le problème de gender gap dans les entreprises, aux discriminations et compagnie, sont des problèmes en fait, qui peuvent être traités par les entreprises parce que tous les problèmes peuvent être traités par les entreprises, résolus d'une certaine manière par les entreprises. Donc si on rend les entreprises plus efficientes, c'est ce que se propose de faire SAP, alors indirectement, d'une certaine manière, on va aider à résoudre ces problèmes. Effectivement, quand on va sur leur site, je dois cette vidéo à Emmanuel qui me l'avait montré, qu'on avait fait une présentation ensemble, on l'avait commenté. Si on va sur leur site, on voit qu'ils ont effectivement un projet pour sauver les rhinocéros. Alors, j'ai pas l'impression que c'est un projet qui mobilise directement leur logiciel, mais ils ont quand même voilà, un vrai projet pour sauver les rhinocéros. Alors, ça nous renvoie à une affirmation qu'avait formulée, mais intéressante, Henri Mintzberg en 1989. Il me disait, alors je traduis en même temps que je lis, mais notre monde est devenu pour le meilleur ou pour le pire, notre société est devenue pour le meilleur ou pour le pire, une société d'organisation. Nous sommes nés dans les organisations, nous sommes éduqués par les organisations, nous entrons dans le monde du travail qui est un monde d'organisation, et en même temps, les organisations nous apportent ce dont on a besoin pour vivre, nous distraient, nous gouvernent, parfois nous harcèlent, parfois tout ça à la fois. Et finalement, nous sommes enterrés par les organisations. Cette idée que finalement, on est dans un monde d'organisation. J'en parle parce que effectivement, c'est un aspect qui est un peu laissé de côté par la tour, mais cette présence finalement du management, cette présence aussi centrale des organisations qui explique aussi très largement le monde dans lequel on vit aujourd'hui et qu'il faut factoriser à côté du capitalisme. C'est pas du tout délié évidemment du capitalisme, mais c'est pas tout à fait la même chose et donc ça demande à être compris aussi en tant que tel, peut-être séparément. C'est pas nouveau, le capitalisme est plus ancien d'ailleurs que le monde des organisations. On nous dit ceci dans une histoire du management, c'est Thibault Letexier, dans Le maniement des hommes, un livre paru à la découverte il y a quelques années, qui nous dit « Il n'a fallu qu'un siècle, celui qui nous sépare de Frederick Taylor, pour que les institutions qui maillaient les communautés de nos ancêtres soient délestées de leurs fonctions et de leur lustre au profit de l'entreprise tout en étant remodelées à son image. À tel point qu'il n'est plus choquant de considérer comme autant d'entreprises les États, les églises, les familles, les fermes, les écoles, les universités, les hôpitaux, la police ou l'armée, quand ces organisations ne sont pas devenues des entreprises à part entière. » Cette idée finalement qu'avant on vivait dans un monde d'institutions, et de plus en plus on vit dans un monde d'organisations, les organisations ayant grignoté les institutions, les organisations qui fonctionnent selon les principes qui ont été du management scientifique, qui s'est évidemment renouvelé depuis, mais qui reste quand même relativement fidèle au principe de Taylor malgré tout, et qui fonctionnent comme ça, comme des organisations. Alors, on peut parler aussi d'autres chercheurs qui ont évoqué ça, je pense notamment à cette idée de mouvement pan-organisationnel de Baptiste Rapin, qui parle de devenir monde des organisations. Il n'y a plus que des organisations dans le monde, et de devenir organisation du monde, où les organisations justement colonisent finalement tous les secteurs, tous les domaines de notre monde. Et il le dit très bien, ce qui dépasse ces organisations, ce sont précisément d'autres organisations. Il n'y a plus d'extériorité, il y a ce qu'on appelle aussi entre nous, certains travaux de recherche, un monisme organisationnel. Alors il y a cette notion aussi d'entreprise monde sur laquelle je ne m'étends pas ici, proposée par André Houssolet et Yves-Marie Abraham. Yves-Marie a parlé ou va parler, je crois, donc voilà, je renvoie à son intervention. Cette notion aussi que je supprime. Voilà. Et le monde organisé dont parle Emmanuel Bonnet, qui nous invite donc à sortir du monde des organisations, à casser les clichés. Voilà. Puisque finalement, l'idée de l'organisation, c'est que le monde est un projet à réaliser, c'est une idée commune au design comme au monde des organisations. L'idée, c'est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions, selon par exemple la définition du design d'Alain Findeli. Et on va retrouver finalement cette notion-là du côté des théories des organisations, avec cette idée globale, je ne rentre pas dans les détails ici, mais que finalement le monde est désorganisé et il appartient, c'est très exactement ce qu'a montré la publicité de SAP qu'on a vu précédemment, il appartient de lui donner une organisation, il appartient de l'ordonner, et ce sont les organisations qui vont le faire, qui vont s'en charger. Or, d'une certaine manière, ce que nous apprend l'Anthropocène, c'est que le monde n'est pas forcément désorganisé. En fait, la période qu'on a vécue avant l'Anthropocène, qu'on appelle l'Holocène, eh bien, alors qui n'est pas du tout une période idyllique, paradisiaque ou autre, pas du tout, pas du tout. Il a été parfois très difficile de vivre au cours de cette période, mais c'était quand même à l'échelle cosmique
à l'échelle de la planète, une période de relative stabilité. C'était une période de stabilité. Or, la période, finalement, après ce moment de modernisation qu'on a connu, qui correspond à l'Anthropocène, qu'on prenne comme date d'origine Anthropocène, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou avant ça, le début de la Révolution industrielle, fin de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est ce qu'on appelle une grande accélération lorsque les courbes s'emballent, mais qui est d'une certaine manière le point d'aboutissement du projet moderne, eh bien, cette période-là, c'est la période qui inaugure une période de grande instabilité, de grande déstabilisation de nos conditions d'existence. Donc, à force de penser que ce sont les organisations qui ont à restabiliser le monde avec un principe d'efficience, eh bien, on a finalement complètement désorganisé les choses et on est entré dans une trajectoire qui est peut-être tout simplement plus soutenable et vivable, ou en tout cas durable. Donc, je laisse ces éléments de côté, vous pourrez également rentrer là-dedans si ça vous intéresse. Il y a cette idée aussi que finalement le monde des organisations est un monde centré sur l'humain, une forme d'anthropocentrisme très fort, puisque nous dit le Texi à nouveau, organiser, c'est faire société à chaque instant au moyen d'un agencement rationnel d'artefacts, d'individus et de normes. Une organisation n'est pas une institution, au sens où elle est sans fondement constitutif ni permanence. Elle se recrée continuellement et elle est vouée à disparaître. Elle ne fait sens que par rapport à l'horizon en devenir de ses composantes et de ses finalités, et non en référence à un passé fondateur ou à un ordre transcendant, immémorial et immuable. On pourrait dire aussi à un monde transcendant, un monde qui transcenderait l'organisation. Et il ajoute, le management n'assure pas la perpétuation d'un groupe en organisant ses activités productives, il assure la perpétuation d'activités productives en organisant les groupes chargés de les accomplir. En d'autres termes, le manager produit rationnellement non pas des biens ou des services, mais des groupes arrangeables, contrôlables et efficaces. Et donc il vise le management, l'efficacité par ces groupes d'humains qu'on va assembler avec des normes, avec des dispositifs, mais finalement sans du tout penser l'extériorité d'un monde qui repose sur des principes totalement différents, sur des agencements de non-humains totalement différent, qui n'est pas mu, lui, par cette forme d'efficience. Il doit durer, d'ailleurs, il n'est pas mu par cette forme d'efficience. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, une acosmie, c'est-à-dire un principe de l'organisation et du monde organisé, qui ne correspond pas, finalement, au principe réel du monde, et qui est le principe en fonction duquel le monde, cas un cas, eh bien, arrive, finalement, à subsister, et au terme duquel, eh bien, on a, avec le concours de tas d'organismes différents, eh bien, on habite un monde habitable que eux-mêmes nous ont rendu finalement habitables. Et si on leur substitue uniquement des principes organisateurs humains, eh bien, on voit le résultat finalement dans lequel nous sommes aujourd'hui avec le déclenchement de l'Anthropocène. Alors, notre approche par rapport à ça, et je vais donc parler de notre approche liée au projet Closing World, et puis ensuite de la question des communs négatifs pour illustrer tout ça. Notre approche par rapport à ça s'inscrit dans un projet qu'on appelle le projet Closing World, sur lequel nous travaillons depuis maintenant 3 ans, et que nous avons fondé donc avec Diego Landivar. Je reprends ce visuel-là qu'a produit Diego, qui en fait est un détournement du visuel de la BPI en France, la Banque publique d'investissement, sauf que là on l'appelle la Banque publique de désinvestissement, de désinnovation et de désincubation, puisque ce sont ces notions qui sont au cœur du projet Closing World. Le contexte du projet, je peux dire très rapidement, c'est un projet dont on a eu l'idée en 2017 lors d'un séjour à Londres, séjour de recherche à Londres, au moment du déclenchement du Brexit, en nous disant finalement, Londres qui est une place de la finance, de la mondialisation, si demain elle se coupe en partie de l'Europe, mais aussi du reste du monde, peut-être pour être dans une relation exclusive avec les États-Unis, mais ça ce sera à voir, comment finalement Londres va survivre dans ces conditions, dans la mesure où la ville a besoin finalement de l'apport du commerce international et de ce hors-sol pour survivre, et si maintenant elle veut tenter une forme d'atterrissage sans doute assez discutable, comment elle va y parvenir. Et donc on était confronté finalement à cet enjeu de la durabilité d'une ville qui n'existe que dans son insertion au cœur de la mondialisation, qui a des dimensions d'ailleurs beaucoup plus cyclopéennes que Paris, c'est une ville qui a des dimensions beaucoup plus gigantesques que Paris, donc comment peut-elle survivre finalement si elle fuit finalement ce hors-sol de la mondialisation, dont elle est un des symboles, et qu'elle essaye d'atterrir, sauf que là évidemment c'était pas un atterrissage forcément orienté vers le terrestre, le globe, mais plutôt vers le local moins, avec le repli identitaire, etc. etc.
Alors, une des idées qui est aussi au cœur du projet Closing Words, qui rentre dans ce contexte que j'évoque, cette idée de futuration, de défuturation dont parle Tony Fry, un designer australien. Je ne rentre pas dans le détail, pour regarder les slides. L'idée de Tony Fry est très simple. Le design, ça n'est pas quelque chose qui appartient aux designers professionnels en propre. Le design, c'est ce que nous faisons, nous, en tant qu'individus, espèces humaines, tout simplement en produisant un futur vivable, un futur viable. Or, aujourd'hui, avec la professionnalisation du design, son insertion dans ce qu'on pourrait appeler justement le monde organisé, qui n'est pas que le marché, parce que je pense que le marché ici n'est pas forcément le problème, c'est beaucoup plus le monde organisé. Le problème, c'est d'ailleurs le problème des designers, c'est moins leur confrontation au marché que leur confrontation à des organisations qui ont des finalités très particulières. Le problème du design, donc, c'est son insertion dans ce monde organisé et sa professionnalisation qui amène finalement à ce que les activités de design au sens large, mais on pourrait parler aussi des activités industrielles ou même du management, eh bien, conduisent finalement à un monde qui est un monde qui va vers une forme de défuturation. Ce sont des facteurs de défuturation et donc finalement d'un futur, qui produisent un futur qui n'est plus vivable, qui n'est plus viable, ce qui évidemment pose problème. Avec cette idée que je défends depuis longtemps, que les innovations à venir, par exemple, proviennent largement d'un passé dans lequel la question anthropocénique n'avait aucune place, et donc c'est un passé qui accouche d'un futur obsolète et qui préempte finalement le futur, qui préempte l'avenir en l'obérant, en le fermant. Il y a un autre sens de la fermeture sur lequel on va revenir dans un instant. D'autres ont parlé de undesign, un collectif par exemple, sur le undesign, je pense aussi au travail de Cameron Tonkin-Wise dans ce cadre qui parle d'un design anti-progressif, progressiste, pardon, auquel je vous renvoie, je ne développe pas non plus ici ce point. Notre proposition au sein du projet Closing Words, qui est un projet qui se divise en 3 parties. Grosso modo, c'est un projet dans lequel on fait une veille en essayant d'identifier des initiatives qui sont conformes à nos principes que je vais exposer dans un instant. Une veille donc depuis maintenant 3 bonnes années. Un projet dans le cadre duquel nous faisons également des enquêtes au sein d'organisations auprès de dirigeants, de top managers de ces organisations pour mesurer de quelle manière finalement l'anthropocène fait éruption au cœur des organisations et de quelle manière les dirigeants, les managers et autres sont affectés par cette éruption. Ce pas des designers également bien sûr. Donc voilà, cette enquête d'un genre très, très particulier. Et puis on essaye aussi de proposer, vous le verrez à la fin, des leviers pour faire face justement à cette perspective ouverte par l'anthropocène. Là où ces leviers d'action n'existent pas aujourd'hui, là on ne peut pas les trouver dans le cadre de notre veille, eh bien on essaye de faire des propositions nouvelles ou de détourner parfois des propositions existantes. Vous le verrez là encore rapidement. Donc 2 directions principales dans ce projet, hériter de l'existant, j'ai dit que la notion d'héritage serait importante, et d'autre part, hériter de ce qui n'existe pas encore. Notre proposition, en écho à ma présentation tout à l'heure de l'Anthropocène, j'expliquais bien que l'Anthropocène était aussi dû au fait d'hériter de cette technosphère finalement, ce hors-sol qui s'est craché sur la Terre, ce qui fait qu'on est maintenant sur Terre moins plutôt que sur une Terre virginale et avec laquelle il faudrait simplement instaurer un nouveau contrat, eh bien, elle nous oblige finalement à hériter de ces infrastructures, qu'on le veuille ou non, parce que un cinquième, si la biosphère représente 5 fois moins que la technosphère, on ne peut plus fuir aujourd'hui hors de la technosphère, et donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. On le voit aujourd'hui avec la crise du coronavirus, si on veut se nourrir, si on veut se loger, on est obligé d'en passer par des organisations, on est obligé d'en passer par des chaînes de valeur, des supply chains, etc., etc. Bref, des éléments qui sont en grande partie hors sol, des systèmes de production qui sont en grande partie hors sol, mais dont on est dépendant aujourd'hui. Donc il faut, je dirais rapidement, puis on pourra en rediscuter, il faut mettre les mains dans le cambouis et savoir ce qu'on va en faire. Tout simplement pour les rediriger, pour en faire autre chose. Dans la mesure où on ne peut pas nier notre dépendance vis-à-vis de ces systèmes-là, on ne peut pas non plus intégralement les fuir, parce que pour manger, pour survivre, les gens ont besoin, malheureusement peut-être, d'en passer par ces organisations, d'en passer par ces supply chains. Donc voilà, il faut apprendre à les faire atterrir, les rediriger, et j'appelle ça, moi j'aime bien parler de désaffectation, réaffectation, en reprenant aussi un propos de Georges Agamben sur ce qu'il appelle la destitution. Donc désaffecter, réaffecter l'existant, le faire atterrir par palier. L'autre point, c'est hériter de ce qui n'existe pas encore, des innovations, et il faut cette fois-ci, je pense, les d'instaurer. Donc on reprend le vocabulaire d'Étienne Souriau, qui parle d'instauration, c'est-à-dire d'intensifier l'existence de quelque chose, de soutenir son existence, de le faire exister, ou de le faire exister davantage. Et bien d'une certaine manière, face à énormément d'innovations aujourd'hui qui participent de cette défuturation dont on a parlé précédemment,
il faut avoir une attitude radicale de déstauration en trouvant les moyens de ne pas faire advenir ces innovations. Finalement, faire advenir l'innovation aujourd'hui, ça n'a rien d'innovant. Le défaut, l'attitude par défaut aujourd'hui, c'est d'innover. Donc il n'y a même pas à l'interroger, tout le monde innove, tout le monde est innovant. Donc ça n'est pas très innovant en soi. L'innovation, c'est la chose la moins innovante qui existe aujourd'hui. Comment on peut aujourd'hui ne pas innover, ne pas faire advenir des innovations? Et ça, par contre, on ne sait pas faire. On n'a pas les savoirs, on n'a pas les compétences, évidemment, pour le faire. Et donc, on se propose, évidemment, d'essayer de pallier ce défaut. Nos clients, entre guillemets, hein, ce sont les patrons effondrés qu'il faut soutenir, les organisations qu'il faut accompagner, qui planifient d'ores et déjà leurs fins, pas forcément publiquement, mais qui l'envisagent dès aujourd'hui. Ce sont des terrains aussi à fermer, plus ou moins toxiques, mais qui n'ont pas d'avenir pour demain, donc il faut les prendre en charge. Je vous lis quelques verbatim, patron qui nous dit « Nous ne savons pas comment faire, il faut l'avouer, moi je ne vois pas d'autre solution. Qu'on nous impose une planification écologique, on sait optimiser sous contrainte. » Le patron qui demande une planification écologique. Le patron d'AXA qui disait il y a quelques années, donc compagnie d'assurance en France, très grande compagnie d'assurance, une planète à 4 degrés est une planète inassurable. Un patron dans l'immobilier qui nous disait aujourd'hui clairement, première chose qu'il nous dit, il ne faut plus construire, il faut réhabiliter mais cesser complètement de construire. Un autre patron, top manager, qui nous disait la décroissance est devenue le principal horizon d'optimisation financière. Il vaut mieux décroître volontairement que de ne pas décroître et puis tomber tout d'un coup, soit parce que les conséquences de l'anthropocène se sont fait sentir et donc en ayant continué, perdurer sur une trajectoire du business as usual, ce ne sera plus possible et les organisations s'effondreront, soit parce que demain les États risquent, en ayant encouragé eux-mêmes le business as usual, eh bien, d'imposer des mesures drastiques lorsque ce ne sera plus du tout tenable au plan juridique. Et à ce moment-là, les organisations y feront face, et il sera trop tard. Et là aussi, elles font face à d'autres paliers et elles ne pourront plus suivre. Donc voilà, ça fait partie des réflexions que nous font justement ces personnes qu'on interroge sur ces terrains, donc qui sont très au courant souvent de ces questions-là, de ces enjeux, mais qui n'ont pas les leviers encore pour justement opérer cet atterrissage. Alors, parmi les éléments que l'on développe, est-ce qu'il faut aller dans l'adaptation, la désaffectation, la réaffectation, j'en ai parlé, on pourra l'évoquer aussi rapidement. La fermeture, c'est notre grand horizon dans la mesure où le hors-sol n'a pas d'avenir. On ne peut pas en même temps le fermer d'un coup. Si vous fermez une entreprise, si vous fermez une usine, vous cassez ces liens de dépendance qui font qu'aujourd'hui, on se nourrit par l'intermédiaire de ces organisations, par l'intermédiaire de ces productions internationales qu'il faudra éventuellement relocaliser. Une manière de faire atterrir, ça peut être par exemple, mais il faut voir dans quelles conditions ça peut se faire, c'est pas du tout évident et parfois ça peut avoir un bilan écologique très désastreux. À quelles conditions on peut relocaliser, quelles activités on peut relocaliser, quelles organisations on peut par exemple faire atterrir en les sortant déjà des capitalisations boursières, peut-être ensuite en les transformant progressivement en coopératives et puis ensuite en faisant évoluer leurs activités. Donc trouver déjà pour chaque organisation en fonction du point de départ qui est le sien, des paliers en fait d'atterrissage qui vont permettre de la fermer en tant qu'organisation hors sol pour maintenir les activités qu'on a besoin de maintenir tout simplement pour assurer la survie des gens, mais qui doivent être maintenues selon d'autres cadres et d'autres principes. Et l'horizon reste l'horizon de la fermeture, non pas la fermeture totale, mais la fermeture en tant qu'organisation hors sol. Et ça, effectivement, il faut fermer les organisations radicalement en tant qu'organisation hors sol, parce que de toute façon, elles n'ont pas d'avenir aujourd'hui avec les conditions d'habitabilité qui se modifient à cause de questions d'énergie, de ressources, et à cause aussi des questions de climat qu'elles aggravent, et puis à cause de leur fragilité tout simplement, et notre dépendance. Si nous sommes trop dépendants à des organisations trop fragiles, ça pose évidemment un problème tout à fait drastique, dramatique. Alors on propose, je ne vais pas m'étendre ici, Diego pourra en parler, ou Emmanuel, de situer les organisations sur une matrice que vous voyez à l'écran en fonction d'un certain nombre d'axes, donc la prise au sérieux de l'anthropocène et puis la capacité de projection, d'innovation intensive, le régime d'action, innovation intensive, innovation neutre ou désinnovation. Ça nous donne une espèce de matrice heuristique pour situer les organisations au cœur de l'anthropocène, qui a vocation vraiment non pas à être exhaustive, mais à faire ce travail comme ça de pensée. On essaie aussi de reprendre des outils de gestion, comme par exemple ici la matrice McKinsey, qui comporte d'ailleurs un outil, une case de désinvestissement pour les repenser à l'aune de la redirection écologique, de l'atterrissage, en reprenant, donc en retravaillant cette matrice à travers le résultat qui est ici, en faisant une sorte de matrice de renoncement stratégique pour accompagner justement ces activités d'atterrissage et de renoncement
tout en reprenant des outils de gestion qui sont ceux des organisations qu'elles comprennent, et voilà, en essayant de les mettre à profit d'une autre direction. Quand je le disais, les leviers font défaut, on essaie d'en inventer d'autres. Vous avez ici quelques-uns des leviers qu'on met en avant. Donc, cette déstoration dont je parlais, on ne sait pas ne pas innover. On parle de déstoration. Un autre numérique pour demain, à travers le projet Web We Can Afford que j'avais lancé, cette idée de responsabilité héritée des organisations pour faire pendant à la RSE, parce que je pense que la responsabilité sociale des entreprises ne va pas du tout assez loin dans la bonne direction, au contraire, elle met la RSE au cœur, l'organisation au cœur de la société, alors même qu'il faudrait avoir d'autres liens vis-à-vis d'elle et qu'elle est en même temps très très fragile, on le voit dans la crise actuelle, donc aussi travailler sur ces liens de dépendance vis-à-vis des organisations. Des outils juridiques aussi qu'on met en avant. Vous donner un exemple rapide avant d'en approfondir un autre, c'est cette idée d'obsolescence programmée, hein, vous en avez sûrement entendu parler. Est-ce que lutter contre l'obsolescence programmée, c'est une bonne chose? En fait, pas forcément, parce que, pour plein de raisons, mais parce qu'on ne sait pas si par exemple les économies qu'on va faire ne vont pas être réinvesties dans d'autres secteurs qui vont être tout à fait problématiques aussi au plan environnemental, parce que si l'enjeu c'est de dire aux entreprises qu'elles ne vont renoncer à rien, pas à la croissance, pas à leur développement, en luttant contre l'obsolescence programmée, ce qui est un discours qu'on entend parfois, évidemment on ne va pas du tout être gagnant, on va juste culpabiliser éventuellement en dernier ressort les utilisateurs. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de planifier l'obsolescence, de reclaimer l'obsolescence, une obsolescence à programmer, comme l'on dit, dans la mesure où le problème, c'est pas de faire durer longtemps nos smartphones. Les smartphones sont des éléments qui appartiennent au hors-sol très largement, donc on ne pourra pas les rendre véritablement, à moins de légiférer, d'aller complètement à l'opposé de leurs usages du marché, tout un ensemble de conditions de leur fonctionnement. On ne pourra pas les rendre pérennes, et donc ce qu'il faut faire, au contraire, c'est réussir non pas à culpabiliser les utilisateurs individuels, mais à renoncer collectivement à la lignée technique en fait, du smartphone. Et la voir finalement, ainsi qu'une partie du numérique, comme un commun négatif. Alors, je viens justement à cette notion de commun négatif ici. Je ne sais pas, j'aurai le temps de tout développer, mais je vais essayer d'esquisser rapidement une compréhension de ce que sont les communs négatifs, notamment à partir de leur définition. Vous connaissez sûrement cette notion de commun qui a été remise au goût du jour par Elinor Ostrom, qui a eu, je crois, le prix Nobel, d'économie en 2009, elle était politiste elle-même. L'idée de commun négatif, elle reprend donc l'idée d'Ostrom en partie pour dire que les communs, c'est trois choses. C'est des ressources, habituellement, la manière dont on les présente, des ressources, des communautés et des règles de gestion de la ressource. Donc on a des communautés qui se donnent des règles pour gérer une ressource en commun, et notamment pour faire durer cette ressource. L'idée de commun, finalement, c'est une idée qui nous indique qu'on essaie de penser selon quelle modalité de gouvernance on peut faire durer une ressource collectivement et ne pas l'épuiser. Est-ce que aussi il faut trouver un autre mode de gestion que la propriété privée, un autre mode de gestion que la propriété publique, et ce mode de gestion existe depuis même le Moyen-Âge. Peut-être qu'il ne faut pas parler de mode de gestion d'ailleurs, ce mode, je sais pas, c'est une vraie question ça, d'administration, de gouvernance, tous les termes sont déjà des termes très gestionnarisés, il faudra en trouver d'autres, mais peu importe pour le moment. Cette modalité-là, elle existe depuis le Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, il y avait des terres comme ça qui étaient partagées, non pas appropriées, mais dont l'usage était commun entre les paysans, les éleveurs ou autres, sur lesquels ils allaient faire brouter leurs animaux, et ces terres-là, finalement, elles étaient appropriées par personne. Et donc, ce mode de non-appropriation d'un bien, qui n'est pas encore un bien, justement, de quelque chose, et qui permet de faire durer cette ressource, de ne pas l'épuiser, finalement, il existe, et aujourd'hui, il trouve une pertinence nouvelle, compte tenu à la fois des enjeux écologiques et compte tenu aussi du fait que c'est cette modalité-là dans le domaine du numérique qui s'est imposée, étonnamment, avec notamment le logiciel libre, où on a vu finalement les communs, dans un espace qui n'était pas un espace naturel, eh bien, devenir le modèle dominant et donc redonner une forme de crédibilité à cette modalité-là de fonctionnement. Mais il n'en demeure pas moins qu'avec les communs, on a un imaginaire de la nature qui reste un imaginaire relativement bucolique. Les communs, ce sont des biens que tout le monde veut s'approprier, et il faut éviter que tout le monde se les approprie, donc se fixer des règles qui sont des règles démocratiques de gestion, de gouvernance.
Donc c'est toujours un bien positif. C'est une prairie pour faire brouter ses bêtes, c'est un cours d'eau, une rivière poissonneuse, des ressources halieutiques, etc., etc. C'est toujours une ressource qu'on veut s'approprier. Dès qu'on parle de ressources, évidemment, on est dans un imaginaire gestionnaire, donc il y a un problème puisqu'on est éventuellement dans une perspective quand même relativement extractiviste. Là où il faudrait déjà ouvrir et penser que ce n'est pas forcément de la gestion, parce que la gestion vise toujours à être plus efficace, donc peut-être que ce sont des institutions. Les institutions, on l'a vu tout à l'heure avec la définition typolotexie, elles ont vocation à être plus pérennes. Peut-être qu'il faut penser les communs à l'aune de ces institutions et de ce que Dardo et Laval appellent une praxis instituante, premier point. Et d'autre part, peut-être qu'il faut ouvrir ces institutions à la prise en compte des non-humains, du plus qu'humain, pour ne pas le traiter justement uniquement comme une ressource, qui reviendrait à retomber sur un aspect gestionnaire qui irait très bien avec une exploitation mue, guidée par l'efficience. Donc ça fait partie des directions dans lesquelles il faut aller, pour repenser de toute façon les communs. Autre direction donc, liée aux communs négatifs, je vais conclure rapidement là-dessus. Je vais en fait lire la définition qu'on propose avec Lionel Morel, ce sera plus simple. Et vous verrez dans les slides, il y aura une discussion liée à cette notion de commun négatif. Si vous le souhaitez, vous pourrez, j'enverrai les slides, continuer à les consulter et on pourra en reparler, en rediscuter. Les communs négatifs désignent des ressources, entre guillemets, parce qu'on veut s'éloigner justement de cette notion, matérielle ou immatérielle, négatives, entre guillemets toujours, telles que les déchets, les centrales nucléaires, les sols pollués ou encore certains héritages culturels, le droit d'un colonisateur, etc. Pour certaines populations, évidemment, le droit peut être vu comme un commun négatif parce qu'il s'impose et dans le temps à tout un ensemble de populations qui oppressent, qui n'en ont que faire, etc., etc. Tout l'enjeu étant d'en prendre soin collectivement. C'est la notion de commoning, à défaut de pouvoir faire table rase de ces réalités. Il faut en hériter, on est toujours dans cette logique-là dont on parlait précédemment. Aussi s'agit-il d'un élargissement de la théorie classique des communs, notamment par rapport à l'approche positive des Common Pool Resources, proposée par Elinor Ostrom, que je qualifie donc quelquefois de bucolique, effectivement. L'approche par les communs négatifs tourne autour de deux axes majeurs. Le fait d'accorder une valeur négative à des réalités souvent jugées positives, les réserves d'énergie fossile, le numérique, etc., etc. Donc il y a un travail ici, une lutte pour la reconnaissance. Il n'y a pas une définition ontologique du commun négatif. Il s'agit de dire, est-ce que le numérique c'est positif ou négatif sur le long terme? Voilà, comment il faut l'envisager au final, même si on peut tout à fait dire que c'est un commun négatif, mais concéder que par ailleurs ça peut rendre des services, ça peut être tout à fait intéressant, voir que ça a pu être à une époque une sorte de réservoir de nouvelles utopies, mais tout bien pesé, on peut considérer malgré tout que le bilan est négatif, que donc voilà, on en hérite comme quelque chose de négatif, aussi parce que au plan environnemental, on en fera difficilement quelque chose de positif. Donc une lutte pour la reconnaissance, qui est évidemment très importante, et puis par ailleurs, le fait de bâtir de nouvelles institutions susceptibles de permettre à des collectifs de se réapproprier démocratiquement des sujets qui leur échappaient jusqu'à maintenant, en particulier la coexistence avec les communs négatifs, plus ou moins mis à distance. On peut songer ici aux récentes mesures prises par des maires au sujet des pesticides, mais aussi au numérique demain, sur le même modèle. Cette réappropriation par le détour de nouvelles institutions pose de nombreuses questions d'échelle, de compétences, de subsidiarité, de droit ascendant, etc., etc. Si on doit designer une nouvelle pratique instituante, un nouveau droit lié au commun négatif, comment on le fait, avec quel collectif, etc. Ça pose énormément de questions, y compris pour les designers, mais les designers qui sont évidemment... On est loin ici du design produit ou ce genre de choses, mais ça peut quand même participer évidemment d'un renouveau du design. Par ailleurs, les communs négatifs peuvent induire l'idée de communauté de non-usage, autrement dit de collectif cherchant à ne plus utiliser certaines entités autrefois qualifiées de ressources, parfois produites par des designers. À l'opposé, cette qualification constitue clairement une désinhibition de la notion de ressources, facilitant et légitimant les démarches extractivistes. Donc je conclurai là-dessus en disant que pour le design, il y a un enjeu ici à repenser ses finalités à l'aune de ce qu'on a essayé d'esquisser tout à l'heure sur cette idée de fermeture, désaffectation, réaffectation, penser de nouvelles finalités, penser aussi le design dans un temps où on ne peut plus semer et récolter, mais c'est l'action doit être autotélique d'une certaine manière, elle-même sa propre fin, elle doit avoir ses conséquences immédiatement. Dans l'action elle-même, on a les conséquences de l'action. C'est pour ça qu'on agit par palier. Agir par palier, ça ne veut pas dire agir maintenant pour essayer de récolter les fruits demain de son action, ça veut dire à chaque palier avoir une action qui permet de récolter les fruits de son action, puis on passe au palier suivant, et ainsi de suite. Et puis donc imaginer un design de nouvelles institutions, qui n'appartient pas que aux designers évidemment de produire, mais c'est tous ces collectifs qui sont intéressés, qui n'ont pas d'ailleurs attendu les designers, donc les designers doivent aussi apprendre de ces collectifs-là. On parlait déjà de design à l'échelle des communs, mais qui n'était pas un design, disait Ostrom, qui était un design d'en haut, qui était un design en fait très ascendant,
un design, je dirais, non projectif, comme le propose Pauline Gourlet. C'est un article à paraître dans le prochain numéro de Sciences du Design que j'ai eu le plaisir de coéditer. Un design non projectif, donc pas centré sur l'humain, pas centré sur son projet, ses projections, mais qui essaie comme ça, voilà, dans l'interaction avec des non-humains, avec d'autres humains, avec des institutions, etc., d'avancer dans la bonne direction. Donc un design non projectif, par essai et erreur, comme le disait Elinor Ostrom elle-même, et qui doit en même temps s'ouvrir au plus qu'humain, ce qui là pour le coup est aussi une thématique commune à la fois au design et comment au commun. C'est un enjeu et pour le design et pour les communs. Donc voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut penser aujourd'hui. Évidemment, je disais, le réancrer dans des institutions, ce qui veut dire aussi dans un rapport de force. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs en France en particulier, mais l'exemple est intéressant, qu'on a des oppositions à l'intérieur même des institutions sur la question, par exemple, des pesticides, avec des mairies qui essayent d'interdire les pesticides, puis qui se font retoquer des arrêtés par les préfectures. Là, on a d'un côté une légitimité démocratique qui s'oppose à une légitimité qui est celle de l'État et de ses serviteurs. Donc c'est intéressant de voir, oui, il y a un rapport de force, mais il peut être aussi à l'intérieur même de l'institution, et c'est évidemment avec tous ces facteurs-là qu'il faut travailler. Le design ici, comme le management dans d'autres cas, et ce qu'il a été depuis ses débuts, ne doit pas être un élément de dissolution de la politique et des rapports politiques. J'espère que vous l'aurez évidemment compris au cours de mon intervention. Je vous remercie beaucoup et je resterai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci infiniment et à très bientôt.